Eh bien, c'est parti. Alors, moi, j'ai voulu vous présenter un petit peu eh bien, tout ce qui avait été fait, parce que c'est vrai que les années s'enchaînent et on a parfois tendance un tout petit peu à oublier. Alors, on va remonter à l'année 2018, voilà, qui est l'année, en fin de compte, où j'ai rencontré un soir Franck chez Karine, voilà. Et ça faisait déjà quelques temps que je parlais de permaculture à Karine, voilà. Et Karine m'a dit, écoute, viens, j'ai invité monsieur le maire, voilà. Il y a un terrain éventuellement qu'on pourrait mettre à disposition. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Je me rappelle encore, voilà, du moment. Donc voilà. Et puis, dans la foulée, ça a commencé à s'enchaîner assez vite, puisque au mois de mai, il y a une conférence donc, à Mazerulles sur la permaculture. Et c'est là où, tout simplement, on a commencé à se rencontrer, voilà, pour celles et ceux qui ont participé. Et on continue à dérouler. Et rappelez-vous, le jardin en 2018. C'est des vers de terre, ça. Voilà comment il était. Voilà. Donc avant, après. Voilà. Donc il a quand même plutôt pas mal changé, hein, je dirais. Et on va continuer. Il y a eu aussi, au cours de l'année 2018, et bien tout simplement un travail, on va dire, conséquent, voilà, que vous avez Donc, qui a été réalisé. On a parlé permaculture, on a parlé principe de conception, et après chacun a pris une feuille et a commencé à mettre par écrit tout simplement la manière dont il souhaitait que le jardin soit aménagé. Alors, vous allez retrouver le vôtre, hein, bien entendu. Il y avait vraiment de tous les styles, hein. C'était intéressant. Ah, le V, je me souvenais plus du V. Ouais, moi non plus, je me rappelais plus du V. Voilà. Et celui-là aussi. Celui-là. Ah, celui-là, on commence à être plutôt proche. Celui-là. Ah, ça reconnaît opération atelier découpage. Donc voilà, donc à partir en fin de compte de toutes ces propositions, voilà, on a abouti tout simplement à une synthèse qui est celle que vous connaissez. Mais avant, bien entendu, comme l'a dit Franck, on a cherché les vers de terre qu'on n'a pas trouvés. Voilà, zéro. Alors en fait, on a fait un test qui est assez classique. Et quand on veut trouver des vers de terre, on enlève l'herbe sur une petite portion. Et après, on prend un seau dans lequel on met de la moutarde. Voilà. Et puis on arrose abondamment. Et en fait, on l'a fait en hiver. Donc nos vers de terre, ils étaient en train de roupiller tranquillement en profondeur. Voilà, ils étaient bien au chaud, voilà, et là on s'est dit, mince, il n'y a pas de vers de terre, on va être mal parti. Mais non, ils étaient bien là, voilà, sauf qu'ils étaient en train de dormir. Voilà. Mais pour autant, voilà ce qu'on a fait aussi sur l'année 2018. Donc ça a été globalement le document qui nous a servi pour aménager tout simplement le jardin, en sachant bien entendu qu'on n'a pas fait exactement tout pareil, mais ça c'est normal, hein, c'est les grandes lignes, c'est la carte, c'est ce qui permet tout simplement de voir ce vers quoi tout simplement on voulait aller. Donc voilà, et puis je vous invite régulièrement à le reprendre parce que ça permet juste de se rappeler de ce qui reste à faire, est-ce qu'on a fait ci, est-ce qu'on a fait ça. Le fameux grand truc au milieu, par exemple, on en reparlera, hein, voilà, qui est toujours pas là, donc, mais qui ne demande qu'à être fait. Donc ça, c'était 2018. Puis est arrivé 2019. Donc en 2019, les travaux vont vraiment commencer. Il y aura aussi sur cette année-là un cours d'initiation à la permaculture. Il y aura la mise en place des zones et puis la mare. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2019 ? On se retrouve en plein milieu de la zone et on commence
tous ensemble, à tracer des beaux cercles. Avec du chanvre, je me souviens. Ouais, voilà. Et voilà ce que ça donne, avant tout simplement qu'on commence un petit peu à décaisser, à aménager, voilà. Donc c'était un moment sympa, j'avais bien aimé là quand on était tous les uns à côté des autres en train de faire la ligne. Ça faisait un peu départ pour les Jeux Olympiques, voilà. Donc voilà ce qui se passe donc, sur ce début d'année. Et puis après, il y a des herbages. Cartonnage, Ah oui, cartonnage, c'est vrai. voilà, et puis paillage. Voilà. Donc ça, c'était 2019. Donc il va y avoir quand même un beau boulot, puisque voilà, on commence à faire tout doucement tout le secteur, toute la zone. Et on attaque la butte. Moi, la bite, c'est toi. Tu t'en sais bien. Donc voilà, on a rempli. Après, on remet une couche de feuilles pour colmater tout simplement les espaces. On remet dessus l'herbe qu'on avait enlevée en la mettant à l'envers pour qu'elle se désagrège. Et puis à la fin, nous avons l'inspecteur des travaux qui vérifie que tout est bien. Et qui dit « Ok, c'est bien, on a bien travaillé ». Donc voilà. Et donc là, on n'a pas ressondé, mais il n'y a plus de bois maintenant dans la butte. Ah on sait pas. Je pense qu'il y en a encore. Il y en a encore, ouais. Faudra aller voir à l'occasion. Et puis les renforts arrivent. Voilà. Les renforts arrivent grâce aux cours d'initiation. Et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien, puisque là, on avait de nombreux bras qui nous ont permis de bien avancer sur les différents secteurs, tout simplement, que l'on souhaitait aménager dans dans cet espace, dans ce potager. Donc voilà, et puis vous voyez que nous avons aussi à droite notre journaliste préféré, voilà, qui nous a bien sûr suivis tout au long de cette mise en place. Et après, le jardin va prendre forme. Parce que tout doucement, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Voilà, il y a l'hôtel à insectes, il y a le petit tipi qui est fait. On voit qu'on commence à bien avancer sur le jardin. Voilà, et puis les artistes aussi se manifestent, bien entendu, et c'est très bien, c'est aussi important, voilà, que dans le jardin, les choses avancent. Et puis, on sait bien ce que Franck veut. Franck a... J'ai même des poissons maintenant. Voilà. Il y avait une demande explicite et importante que nous avons honorée. Voilà. Donc j'ai vu qu'elle est encore remplie, là. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Non. Non. D'accord. Ok. Il a écrit de lait, là. Donc, quand j'y vais, je me dis, ça baisse pas trop. Donc la première vraie saison complète au jardin se termine. Voilà. Donc, il y a quand même déjà quelques réussites qui sont plutôt sympathiques. On a même des poissons. Voilà. Franchement, pour Franck, qu'est-ce qu'on ferait pas? Voilà, on les fait sécher tranquillement dans le jardin. Voilà. Et voilà, vers la fin de saison, comment le lieu qu'on a vu s'est transformé. Et on attaque l'année 2020 avec le petit virus qui va s'inviter tout au long de l'année et qui va un petit peu, on va dire, nous embêter tout simplement. Pour autant, regardez le bilan qu'on avait fait sur l'année 2020. Alors rappelons-nous, 2020, on a eu la sécheresse et le Covid. Voilà. Donc forcément, année plus compliquée. Pour autant, c'est l'année où on teste la lasagne, qui fonctionne bien. Voilà. C'est l'année où les poissons arrivent dans la mare. Et on est surpris de voir les petits. Voilà. Et puis c'est une année où on a pas mal de conférences et d'ateliers. Ouais. Puisqu'il y a un atelier greffe des frères Chéry. J'ai fait une conférence sur l'autonomie, une sur Fukuoka. On a participé à l'opération Mon Jardin au Naturel. C'est l'année aussi où le CPIE prend contact avec nous pour le broyeur manuel, le Catchak. Alors, est-ce qu'il est utilisé, ce Catchak? Alors, il est sur la... Globalement, il a dû être emprunté 7 fois, 8 fois. D'accord, ok. Et puis, il y a 2 communes qui sont venues visiter le jardin
aussi, pour prendre un petit peu des conseils. Voilà. Et puis le jardin commence l'année 2020 à être plus bien connu, à la fois au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes. Voilà. Et on a eu aussi des échecs, voilà, notamment avec la sécheresse, forcément, les pommes de terre sous paillage, pas d'arrosage. Au bout d'un moment, les pauvres, elles sont vaillantes, mais il y a des limites. Voilà. Donc c'était une année pas simple. Voilà. Et puis on refait encore un petit peu de butte. Non, pas encore la butte. Je te trouvais toujours calme. Voilà, le jardin progresse. Voilà, on commence à habiller les poteaux. Voilà, bien sûr, les cultures poussent. Voilà, la lasagne, tout simplement, voilà, on recommence, tout simplement. Non, on fait notre première lasagne, pardon. Donc voilà. Il y avait aussi l'essai qu'on avait fait avec les céréales, voilà, qui avait été pour partie intéressant. Après, la difficulté qu'on a eue, c'est quand on a voulu récupérer les graines, les oiseaux étaient passés par là. Donc, nous n'avions plus de graines. Voilà. Donc voilà. Et puis, voilà, 2 ans plus tard, la tête du jardin. Donc, ça avance bien. Ça avance bien. Ce que Karine veut. Il n'y a pas que moi. C'est vrai. Karine A. C'est un peu comme à la maison. Donc effectivement, c'est aussi cette année-là, voilà, qu'on répond à une demande pressante, voilà, tout simplement de faire une spirale aromatique, voilà. Et puis on participe aussi une nouvelle fois, et là on a pas mal de monde qui vient dans tout simplement la session Bienvenue dans mon jardin au naturel, voilà. Et puis voilà, il y a aussi cette visite que Karine a fait, voilà, avec des personnes, notamment qui venaient un petit peu se renseigner sur le jardin, voilà, donc. C'était des gens où, ça, à l'extérieur? D'où ils venaient du côté de Toul, là-bas. Oui, c'est vrai, oui, du côté de Toul, oui, tout à fait. Donc voilà, donc Karine assure la présentation du jardin, du projet, voilà. Donc il y a aussi ça en fait dans le jardin, il ne faut pas non plus qu'on l'oublie parce qu'il y a aussi de temps en temps des visites, du partage bien entendu, de la communication, voilà, du partage aussi de bonnes pratiques. Et puis l'année 2021, elle nous concerne un petit peu plus. Alors on s'est retrouvés à un moment où il faisait beau pour faire le plan de culture. Dehors, c'était plutôt sympathique, surtout avec l'épidémie, on était tranquille, on ne risquait pas de se contaminer. Et puis, pareil, on commence tout doucement à préparer la saison, et notamment à dépailler pour pouvoir permettre tout simplement aux planches de se réchauffer plus vite. Voilà, à partir du moment où on souhaite implanter les cultures, il faut que le sol soit déjà à une certaine température, parce qu'autrement, il y a une latence importante dans les semis et surtout la levée des semis. Donc le paillage des allées, la préparation des planches, et puis le catchac que l'on teste. On voit que par moment on a des belles surprises dans le compost. Et puis la mare qui commence à prendre vraiment sa place. Et les nénuphars qui s'en donnent à cœur joie. Il y a aussi l'année où on fait l'appel d'offres. Voilà, à la fois pour la serre, des fruitiers, des outils, un broyeur. Voilà, donc c'était un dossier un peu particulier, là aussi une autre aventure. Et puis voilà, le jardin en pleine saison. Voilà, donc. Bravo à tous. Oui, bravo à tout le monde. Et maintenant, il y a encore pas mal de choses à faire sur 2022. Ça y est, il nous a fait la liste. Il y a sans aucun doute en priorité la réalisation de la serre, donc on va en reparler juste après.
Je me permets juste de rappeler qu'on s'était dit que ça serait bien que l'on fasse un panneau à l'entrée du jardin pour expliquer ce qu'on y fait. Donc on ne l'a pas encore fait, voilà. Pour autant, sauf avis contraire, je pense que ça reste une bonne idée. Il y a le fameux grand truc au milieu où chacun y fait ce qu'il veut, mais qu'il faudra peut-être un moment ou un autre faire. Donc là, c'est plus appel au bricoleur. Tu peux mettre des priorités, là? Bon, on pourra, oui, je peux les mettre après, ouais, si tu veux. On peut même le faire maintenant. Attends, j'essaie d'y accéder. Tac, voilà. Bon, je m'imagine, la serre, c'est numéro 1. Hein. C'est number one, ouais. Voilà. Le panneau, on le verra après. La mare à reprendre, c'est peut-être le 2. Il y a les arbres fruitiers à implanter. Donc ça, peut-être, enfin voilà, il faudra y réfléchir parce que finalement, avec les financements, il va falloir les acheter. Donc oui, ça fait partie des priorités. Il y avait aussi, je ne sais pas ce que ça avait donné, Karine, le fait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait nous approvisionner en BRF. Vous vous rappelez, vous aviez... Oui, Arnaud, bah voilà. Ah, on n'a pas avancé sur ce truc-là. Il y a toujours le recrutement, entre guillemets, de nouveaux jardiniers. Voilà. J'en aurais peut-être un supplémentaire, donc. Ah, bah bravo. Donc, voilà. La fameuse zone Fukuoka, donc c'est la zone qui est un petit peu en pente, où il y a tout le tas de pierres. Hein, voilà. On avait dit que pour l'année 2022, c'est là qu'on mettrait en place la lasagne. Voilà. Et c'est aussi une zone où, rappelez-vous, ça serait intéressant de tester cette année, dans des petites boulettes d'argile, de glisser des courges, des courgettes, des tomates, voilà, et de les saupoudrer. L'idée, c'est de passer le rotofil avant de le... Non, on peut les lancer, on passe le rotofil, et après on laisse et on voit ce que les plantes font. Voilà, hein, ce que ça font. Il y avait aussi, dans les choses qu'on souhaitait faire, c'était de développer quelques nichoirs, quelques petits abris pour les animaux. Voilà. Il y avait une petite zone... Pardon. On peut peut-être inviter la LPO. Ah bah oui, bien sûr. Faire un atelier nichoir, on peut peut-être inviter la LPO. C'est quoi la LPO? Ligue de protection des Oui, oiseaux. c'est ça. Ou le CPIO aussi, vous en faites à Chanteloup aussi. Hein. Voilà. On fait notre lien avec les enfants, les animations. Voilà. Demander les animaux. Tu peux demander, Rémi? Je demande. Oh, pardon. Et puis, Ligue de LPO. Ligue de protection des oiseaux. Mais il y a un Montenegro, là. Oh oui, il y en a partout. Ok. Et parmi les anciens stagiaires du cours d'initiation à la permaculture, il y a Sébastien Georgel, que je pourrais à l'occasion contacter, qui lui travaille plutôt du côté, je ne vous dis pas de bêtises, de la Meuse, mais qui est un passionné des oiseaux et qui travaille régulièrement sur des recensements, des choses comme ça. Donc si on doit à un moment ou à un autre aborder la question des nichoirs, il n'y a aucun souci, si on le prévoit suffisamment à l'avance, voilà, je pense qu'on pourrait s'organiser avec lui. Il y avait aussi une petite zone à prévoir dans le jardin où on s'était dit qu'on ferait une petite pépinière pour les arbres fruitiers. Rappelez-vous, ça c'était suite à l'atelier des frères Chéry. Voilà, on s'était dit on allait essayer de trouver des porte-greffes, on allait les mettre dans un petit carré, voilà, et puis ça nous servait de petite pépinière pour pouvoir bien sûr faire des greffes, les réimplanter. Donc avoir cette zone-là, donc ça aussi il faudra y réfléchir cette année. Et puis une proposition de ma part pour pouvoir animer le jardin un peu différemment que j'ai appelé témoignage de jardinier. C'est quoi l'idée que j'avais en tête ? C'était que ce soit à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, c'est d'aller à la rencontre de jardiniers et de leur demander de nous parler de leur jardin. Et à l'issue de ça, s'ils en sont d'accord, de faire une petite affichette que l'on mettrait dans le jardin partagé, des micro-portraits, en fin de compte, des jardiniers de la communauté de communes. Et je m'étais dit, alors il faut déterminer les questions. Alors par exemple, la question basique, voilà, pourquoi jardinez-vous ? Qu'est-ce que le jardin vous apporte ?
quels outils, techniques vous utilisez. Il ne faut pas qu'on fasse trop de questions, 3-4. Et à chaque fois, après, on peut faire un portrait. Voilà, Stéphane, 22 ans, Stéphane, 60 ans, voilà. Et il nous explique un petit peu c'est quoi leur rapport au jardin, en fin de compte. Voilà. Et je réfléchissais à ça parce que je cherchais un moyen, à nouveau, de projeter le jardin vers l'extérieur et inversement de faire venir du monde vers ce jardin. Et je m'étais dit qu'avoir ces petites planches disséminées dans le jardin permettrait, lorsque les gens viennent visiter, certes ils vont visiter le jardin, mais ils vont aussi pouvoir lire. Voilà. Lire différents témoignages des gens de la communauté de communes sur le jardin. Alors c'était l'idée que je voulais vous soumettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Belle idée. Belle idée. Oui. Comment tu vas chercher les jardiniers? Où tu vas les chercher? Alors, déjà, on peut, au sein de notre groupe, prendre un premier ou une première jardinière qui se porterait volontaire. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, je m'étais dit, en regardant Franck, est-ce qu'éventuellement, on pourrait, dans le cadre des communications de la commune, faire un appel pour savoir si des personnes seraient intéressées pour simplement témoigner sur leur pratique de jardinage. Voilà, sur le jardin, c'est quoi pour eux. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, après, au niveau de la communauté de communes, si c'est quelque chose qu'on peut relayer. Et après, l'idée, c'est soit les personnes viennent dans le jardin et on les interviewe dans le cadre du jardin, soit on prend la peine d'aller faire un tour chez eux pour prendre au moins une photo de leur jardin, et puis après faire cette composition-là. Voilà. Je pense qu'effectivement, bouche à oreille, les jardiniers, et après il faut s'appuyer sur les maires, on connaît ceux qui sont passionnés, qui sortent. Voilà. Donc peut-être. Alors, c'est pas que moi qui aille. Non, c'est plutôt qu'au niveau du groupe. C'est vous qui viennent et qui présentent ce projet-là, quoi. Voilà. Et que vous dire que les maires sont sensibles à cette démarche-là. Voilà. Et je rejoins Stéphane, c'est qu'effectivement, il faut aller voir les jardiniers, il faut aller voir dans leur jardin. Oui. Et chaque jardinier a sa passion, a son. Tout à fait. Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Par la diversité des témoignages. Exactement. Et en fait, l'autre intérêt que j'y vois, c'est que bien sûr, il va y avoir des rencontres. Et dans ces rencontres-là, on va peut-être tomber, j'en sais rien, sur le spécialiste de la cour Jean Lorraine qu'on ne connaissait pas, je dis n'importe quoi, voilà, ou quelqu'un qui depuis 25 ans a quelques variétés vraiment typiques qu'il a gardées, qu'il utilise, il refait les graines chaque année dans son jardin. Donc là, on a vraiment des plantes adaptées au terroir, donc qui peuvent être intéressantes pour nous au niveau du jardin. Enfin voilà, donc il y a plein, à mon avis, on va avoir plein de surprises, voilà, en faisant cela. Et puis après, ça permet aussi d'avoir des histoires à raconter, tout simplement. Voilà. Et donc, on peut aussi imaginer que le jardin partagé devient petit à petit aussi un lieu de mémoire, voilà, lié au thème du jardin, voilà, sur ce que les gens font sur le secteur en matière de jardin. Voilà, bien sûr. Alors, moi, cette idée-là, entre nous, elle m'est venue il y a quelque temps. J'étais parti en congé de quelques jours à Dunkerque. Bon, voilà. Et à côté de Dunkerque, il y a Bergues, et il y a le beffroi de Bergues. Et juste en dessous du beffroi, à côté du beffroi, il y avait un petit espace, un petit jardin. Et là, il y avait, sur une allée, 14 ou 15 portraits d'habitants de Bergues qui disaient ce qu'était le beffroi pour eux. Et c'était super intéressant, parce que bon, certes, ils étaient âgés, voilà, mais ils racontaient quelle place le beffroi occupait pour eux dans la vie de la commune, et Dieu sait si c'était important pour eux, ce qui s'était passé pendant la guerre, la reconstruction du beffroi, voilà. Et donc, ça donnait plein d'informations, en fin de compte, sur la vie de ce village, au travers d'un élément qui était le beffroi. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir la vie, entre guillemets, d'un village comme Mazerulles au travers d'un autre élément. Alors, il n'y a pas de beffroi à Mazerulles, mais ça peut être le thème du jardin, parce que c'est ce sur quoi on travaille, voilà, et d'avoir ces tranches de vie. Voilà. Voilà comment l'idée est apparue. Donc, on va le mettre en 4. Hop. Alors, est-ce que j'ai sans doute oublié des choses, parce que j'avais peur que vous vous ennuyiez, qu'on s'ennuie, sur... Le grand truc au milieu qu'on avait dit, c'était notre fameux totem, c'est ça? Ouais. Alors, il ne peut plus être au milieu, puisqu'il y a la mare. Ou alors, on fait un pont à une mare là-dessus.
oui, c'est vrai qu'on dit ça. Ah, mais on avait dit plein de choses et c'est vrai qu'après, il y a le temps et Bien sûr. aussi les bras. Complètement. Sans les bras, on ne fait pas grand-chose. On est d'accord, on est d'accord. Il y a une chose qu'on n'a pas réévoquée, et je pense que c'est bien par rapport au village, c'est la soupe Oui. d'automne. La soupe d'automne. Ça me semble être quelque chose qui n'est pas difficile à mettre en œuvre, Non, non, c'est pas et qui bien. crée du lien et qui permet de parler de toi. Là, c'est... La soupe d'automne, c'est on récolte des légumes, des petits fruits potagers et on partage une soupe au mois de septembre avec l'ensemble des habitants, communes plus larges, voilà, des gens qui le suivent. Quoi. C'est surtout la crise sanitaire qui a fait que ça s'est passé. Alors, première Oui. année, voilà, et deuxième année... Oui. Et je trouve que c'est pas difficile à mettre en œuvre. On a des légumes, on en a à profusion et voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous quitter. En tout cas, pendant quelques mois, certainement, peut-être plus après. Voilà, puisque dans le cadre de mon travail, je suis, on va dire, détaché pendant 3 mois à compter du 31 janvier sur Bordeaux. Donc là, je vais vous suivre de plus loin, donc vous transmettre, bien entendu, et c'est déjà bien en main, voilà, les rênes du jardin. Donc voilà, et puis à l'issue de ces 3 mois-là, voilà, en fonction de comment ça se passe, éventuellement, je déménagerai, voilà. Donc voilà, donc il y a encore, c'est pas une certitude, mais c'est une forte probabilité. Hein, donc voilà. Donc je souhaitais vous remercier aussi, si jamais on se recroise pas, voilà, pour cette belle aventure, voilà, qui a été quand même un moment particulier, voilà, qui nous a animés durant ces quelques années. Et juste avant tout ça, je voulais repartager 2-3 choses avec vous, en fin de compte, refaire un retour un petit peu en arrière sur à la fois pourquoi, pour moi, on va dire, les jardins sont importants, pourquoi, pour moi, la permaculture est importante. Et le premier élément que je vous montre ici, c'est tiré d'une conférence d'Arthur Keller, voilà, et vous voyez apparaître 4 imaginaires pour l'avenir de l'humanité. En fait, quand vous lisez les rapports du GIEC, quand vous lisez un certain nombre de rapports dans ce domaine-là, vous voyez la courbe en noir foncé, c'est l'empreinte écologique, c'est-à-dire le système Terre, avec tout ce qu'on lui fait subir et surtout sa capacité, lorsqu'on le laisse à peu près tranquille, à se régénérer, voilà, au travers de la biosphère, pour pouvoir permettre à l'ensemble des espèces qui y sont présentes, dont nous, bien entendu, d'y vivre le mieux possible. Voilà. Et en fait, depuis les années 70, eh bien, globalement, on se rend compte, le côté pointillé, c'est la limite, que très régulièrement, on est en train de franchir un certain nombre de barrières, c'est-à-dire qu'en franchissant ces barrières-là, on puise dans le capital, voilà, et ce capital est en train de s'épuiser à très grande vitesse. Alors, actuellement, on est plutôt focalisé sur le dérèglement climatique. Hein, c'est ce qui apparaît globalement dans les médias, et c'est l'une des limites que l'on a franchies. Il y en a une deuxième dont on entend parler assez régulièrement, c'est le problème des glaces. Donc c'est soit les glaciers qui fondent, soit l'Antarctique qui est en train de nous préparer quelque chose de pas très sympathique, voilà. La troisième limite dont on entend moins parler, mais qui est encore plus puissante, c'est l'effondrement de la biodiversité. Entre 1970 et maintenant, il y a une étude qui est parue qui indique que 66% des espèces de vertébrés ont disparu. Les vertébrés, je ne parle pas des invertébrés, je ne parle que des vertébrés. Donc c'est colossal en fait la perte de biodiversité. Donc c'est vrai que nous, dans nos campagnes, on voit encore des choses, mais dans des domaines comme les milieux tropicaux et ainsi de suite, les effondrements sont beaucoup plus puissants. Voilà. Bon, bref, donc en franchissant toutes ces limites-là, on se place dans des situations qui vont être compliquées. Et face à ces situations compliquées, il y a en fin de compte 4 grandes attitudes. La première, qu'il a appelée le durabilisme, c'est tout simplement pas d'inquiétude, on va augmenter la biocapacité, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions qui vont nous aider à travailler plus avec le vivant, et grâce à l'innovation technologique, le problème va être résolu.
Je me permets juste quelques doutes. Il y a pas plus tard que hier, j'ai un bel article dans un journal sur les nouvelles fermes urbaines high-tech où les légumes poussent en milieu stérile et compagnie. Ça, c'est super, aussi longtemps que vous avez un truc qui s'appelle de l'électricité. Voilà. On est en train de découvrir que, même en France, avec un parc nucléaire normalement relativement conséquent pour pouvoir faire face, eh ben, qu'on est obligé de remettre en route des centrales à charbon pour pouvoir tenir la charge. Donc, cette question de passer tout par le technologique me paraît être un rêve, certes sympathique, mais qui lui aussi a des contraintes très basiques. Je viens de parler de l'électricité, mais si vous basculez sur des technologies en prenant cet outil-là, ben, il vous faut des terres rares, il vous faut un certain nombre de matériaux qu'il va falloir aller chercher au niveau du sol, donc de l'énergie, donc du pétrole, donc, et à nouveau, vous rebouclez et vous ne résolvez pas le problème. La deuxième chose qu'il met en avant, c'est la décroissance. On stabilise la biocapacité et on diminue notre empreinte grâce à l'adoption volontaire de modes de vie sobres. Donc ça, on va dire que c'est l'option bisounours. Voilà, où on se dit qu'il y a suffisamment de personnes conscientes qui vont faire un certain nombre de démarches et surtout qui vont faire des démarches puissantes de manière à limiter fortement leur empreinte carbone, si je prends cet exemple-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement ? On est en train de voir que, d'une certaine manière, le Covid nous a rendu un petit service en faisant en sorte que le télétravail se développe de manière beaucoup plus importante avant et après Covid. Et du télétravail, c'est quoi ? C'est déjà moins de déplacements. On va être très basique. Voilà. Donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça change en profondeur aussi les territoires ruraux. Voilà, il y a un certain nombre de citadins qui sont venus dans les territoires ruraux suite au confinement. Certains resteront, d'autres pas, mais pour autant, il y a eu un afflux. Donc c'est en train de remodifier les cartes. La troisième option, c'est l'effondrement. Eh bien, en fait, c'est quoi cette option-là ? C'est de dire, de toute manière, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, la biosphère, à un moment, elle ne pourra plus encaisser et elle va commencer à s'effondrer. Tac, tac, tac. Donc, l'effondrement, notamment lié, je vous ai parlé des invertébrés. Si on veut parler un tout petit peu de la biodiversité végétale, notamment au niveau des plantes nourricières, vous savez que globalement, avec on va dire, la mainmise des semenciers, tout simplement sur cette production-là, la biodiversité s'est effondrée de manière radicale. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, on va attendre une limite et derrière, ça ne va pas être sympathique. Et c'est la dernière hypothèse qu'il pose, c'est le chaos. Par manque d'anticipation de l'effondrement, notre empreinte diminuera encore plus violemment. Voilà, on va être confronté à des limites physiques. C'est des méga sécheresses, c'est pas de pluie, c'est des récoltes qui ne se font pas, de l'énergie qui n'arrive pas, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, pourquoi je reprends cet élément-là ? En fait, l'une des raisons pour lesquelles Mollison et Holmgren ont réfléchi à la permaculture, c'est que déjà dans les années 70, ces hypothèses, pas formulées de cette manière-là, mais elles étaient envisagées. Voilà. Déjà dans les années 70. Et eux se sont dit à cette époque-là, les grandes manifs écolos, parce qu'il y en avait dans les années 70, n'ont pas permis d'inverser le processus. Donc, donnons aux gens de bonne volonté une boîte à outils qui s'est appelée la permaculture, pour pouvoir, à leur niveau, à leur échelle, prendre la main, faire un certain nombre de choses pour pouvoir aller à l'encontre de ces systèmes profondément destructeurs. Voilà. Donc ça a commencé en Australie, ça s'est répandu, on en a parlé, et c'est une boîte à outils que l'on confie à chaque personne qui s'y intéresse. Et chacun en fera ce qu'il entend en fonction de sa sensibilité. C'est pour ça qu'en permaculture, on ne dit pas qu'il y a un modèle. Voilà. À chaque fois, en fonction de l'observation du lieu où vous êtes, des conditions climatiques, pédologiques, de vos moyens humains, de votre force physique, de vos moyens financiers, des personnes que vous allez rencontrer, on va aménager le lieu de manière particulière. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc c'est un vrai point de vigilance, et je pense, et je suis toujours convaincu qu'en territoire rural, vous avez encore cette capacité-là à d'une part échanger, d'autre part d'avoir des lieux comme le jardin partagé, où les gens peuvent se retrouver, partager et tester les choses. Voilà, c'est pour moi vraiment très important. Et puis, quelques citations de Mollison pour terminer.
Nous sommes véritablement en sécurité quand nous pouvons regarder par la fenêtre de la cuisine et voir notre nourriture pousser et nos amis travaillant à proximité. Donc là, vous voyez bien qu'il y a deux dimensions. Voilà, il y a la dimension, on va dire, purement nourriture, mais il y a aussi la dimension sociale. La capacité à créer du lien. Souvent, quand on regarde par exemple les réactions de certaines personnes par rapport à des hypothèses d'effondrement, c'est toute la dimension survivaliste. C'est une dimension qui est trop souvent centrée sur la personne. J'ai mon bunker, voilà, et à partir de là, c'est bon, après moi le déluge, je vais tout gérer. Sincèrement, allez, il va peut-être tenir 3 mois de plus, voilà, mais il ne va pas pouvoir tenir 50 ans, voilà. Donc si on imagine par rapport à des contraintes, on va dire climatiques, physiques fortes, pouvoir s'en sortir seul, c'est pas possible. D'où l'intérêt, notamment, d'avoir ces liens de proximité, de rencontre, avec chacun ses capacités qu'on va mettre en commun et qu'on va partager. Alors ce qui nous dit aussi, le plus grand changement que nous devons faire est de passer de la consommation à la production, même si c'est sur une petite échelle dans nos propres jardins. Si seulement 10% d'entre nous faisaient cela, il y aurait assez à manger pour tout le monde. Voilà. Donc ça aussi, c'est au-delà de la théorie. À un moment, il faut rentrer dans la pratique et il faut faire. Et à nouveau, dans les territoires ruraux, globalement, il y a beaucoup de jardins. Et donc, il y a beaucoup de lieux où les personnes ont un arpent de terre pour pouvoir commencer quelque chose et produire une partie de leur nourriture. Et c'est un acte important. Bon, après, il est un petit peu taquin, où il dit « D'où l'inutilité des révolutionnaires qui n'ont pas de jardin, qui dépendent du système qu'ils attaquent et qui produisent des mots et des balles, pas de nourriture et des habitations. » Bon, il soulève quand même un sujet de fond. C'est, certes, on fait la révolution, mais à un moment, il faut quand même manger. Voilà. Et donc, il faut avoir cette capacité à une certaine forme d'autonomie. Il a toujours été taquin. Voilà. Et à la fin, il nous dit souvent, bien que les problèmes du monde sont de plus en plus complexes, les solutions restent d'une simplicité embarrassante. L'une des solutions, c'est le jardin. Ce n'est pas la seule, elle ne résoudra pas tout, mais c'est une des solutions. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais une conférence de Marc-André Sellos. Alors Marc-André Sellos, c'est quelqu'un de passionnant, qui est un spécialiste français mondialement reconnu des sols et de la vie dans les sols. Et il disait, en fin de compte, si on prend l'ensemble des terres cultivées dans le monde, et si nos pratiques agricoles changeaient de manière à ce qu'on augmente chaque année de 4 pour 1000 le stockage du carbone dans les sols, et après je vous dirai comment, eh bien c'est simple, on compense l'ensemble des émissions de dioxyde de carbone chaque année dans l'atmosphère. Comment on stocke le carbone dans les sols? On le stocke de manière très simple, bien tout simplement, notamment dans le monde agricole, en faisant ce qu'on appelle l'agriculture de régénération. C'est quoi une agriculture de régénération? C'est les agricultures qui se présentent comme étant des agricultures sous forme de semi-direct sous couvert. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous faites une culture, vous récoltez tout simplement la plante que vous avez cultivée, et en même temps vous en semez une nouvelle, de manière à ce que les sols soient jamais à nu. Et cette nouvelle plante que vous semez, elle aura pour seule et unique fonction d'être à nouveau couchée sur le sol pour nourrir le sol. Vous la couchez, et au moment où vous la couchez, vous refaites un semis pour une nouvelle plante que là, vous allez récolter. Vous ne laissez jamais le sol à nu. Et rien qu'avec cette pratique-là, on stocke clairement de plus en plus de carbone à nouveau dans les sols. On augmente la fertilité des sols. On a des plantes qui sont en meilleure santé. Les sols ne partent plus dans les rivières. Et on limite de manière forte le réchauffement climatique. Donc, c'est des techniques qui sont maîtrisées depuis plus de 20 ans. C'est des techniques qui, tout doucement, commencent à arriver un peu partout en France. Mais c'est typiquement un changement d'échelle. Si on accompagnait ces mesures-là de manière forte, en quelques années, le bilan carbone de la France en termes d'émissions, il n'y a pas photo. Il serait profondément différent. C'est l'une des solutions simples, que Mollison aurait mis en avant pour dire « Ok, plutôt que de produire de la norme, c'est-à-dire l'isolation des maisons, les véhicules électriques, les machins, bref, à chaque fois c'est de la consommation, c'est du PIB, on a la possibilité, en changeant juste un aspect de la pratique en matière de culture,
de faire du paysan un élément essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique en stockant du carbone dans le sol et en maintenant la fertilité des sols. Voilà, donc c'est aussi ça qui est derrière la pensée en permaculture, c'est une pensée écosystémique. Et vous voyez, on peut passer très facilement du jardin au niveau national, politique agricole qui bouge, qui stocke maintenant massivement du carbone dans les sols, qui répond à une partie des enjeux en matière du dérèglement climatique. Enfin voilà, donc on a vraiment des effets d'échelle en permanence qui sont aussi très intéressants pour pouvoir moduler les choses. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre à un micro-niveau et d'autres où il faut être en macro pour pouvoir aborder le problème et surtout connecter. Donc voilà ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que l'on a fait dans ce jardin, ce que cela a généré. Eh bien, je continue et je pense que je vais parler au nom de tout le monde. Un grand merci à toi Stéphane, parce que sans toi, très clairement, on n'aurait pas appris autant, on n'aurait pas réussi autant, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui si tu n'étais pas intervenu au niveau de ce que tu nous as transmis déjà, tes connaissances, mais également tous les dons que tu as fait au jardin partagé aussi. La serre ne verrait sans doute pas le jour cette année s'il n'y avait pas eu toutes ces conférences et tous les dons que tu as fait. Donc au nom de tout le monde, vraiment un grand merci. Bien sûr, on va te regretter, hein, on aimerait que... Donc surtout si tu vois que ça ne te plaît pas trop. Hein, Oui, t'inquiète pas. C'est un doute, il n'y a plus de doute. Hein. On abandonne tout ce que l'on fait. N'hésite pas, bon, on aura toujours l'occasion de... J'espère qu'on va continuer de se parler. On aura l'occasion peut-être de te voir ou de te demander des conseils à distance, différemment, par visio, à l'occasion d'un retour dans ta région. N'oublie pas que c'est ta région. Oui, je sais. Voilà, et encore merci. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir parce que tu l'avais bien dit. Alors, j'avais pris un petit truc pour toi. C'est pas grand-chose, hein, mais merci je beaucoup. sais qu'il te faut des forces pour mentir. Et il y en a dans le chocolat. Merci beaucoup Karine, c'est très gentil. Voilà, Moi je te fais un bisou de loin. Merci. De loin. De la part de tout le monde.